Bordel! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi toutes ces alarmes? Je sais pas, peut-être un contre-coup du voyage entre les univers? Quoi? Mais je croyais que vous étiez censé voyager entre les univers! Ça veut pas dire qu'il pourra jamais avoir de problème. Oh les connards, je vous dérange! Je vous conseille de vous bouger le fion, sinon vous allez le regretter. Je vais vous démonter les os un par un à coup de clé anglaise avant de balancer vos restes dans le vide spatial. Alors sortez-vous les doigts du cul et venez me filer un putain de coup de main! Décidément, il devient sacrément vulgaire quand elle est sous pression. Enfin, c'est parce que tu les laisses faire tes vœux! Elle croit tout permis! Tu sais, à force de dire ce genre de choses, il va vraiment finir par t'arriver des bricoles, un de ces quatre. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ouais, on arrive! We're close. There should be no way through. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette nouvelle vidéo dédiée à l'univers et à l'intrigue de Nier. La version occidentale de 2010 sur PS3, je précise. Vous vous en doutez sûrement, cette partie va se faire un plaisir de vous spoiler l'histoire du titre. Donc si vous voulez éviter les révélations malvenues, je vous invite à vous arrêter là. Comme d'habitude, il s'agit d'une analyse et d'une critique de la saga des jeux vidéo. Donc inutile de venir défendre la série avec l'univers étendu, parce que je ne vous écouterai même pas. Ici, on se focalise sur l'aspect vidéoludique, point barre. Si vous tenez à ce qu'on parle des mangas, animés et autres, vous devrez attendre l'épisode de conclusion. C'est bon? Tout le monde est ok? Parfait. On va pouvoir commencer avec... Exceptionnellement, je vais aborder un point qui m'avait bien énervé avec Drakengard 2. Et le fait de revoir une erreur pareille dans Nier m'agace davantage. En effet, dès le début, vous avez un trailer d'introduction qui va vous montrer un certain nombre d'images de l'aventure. Bon, déjà, mettre une bande-annonce pour un jeu qu'on s'apprête à lancer, je suis pas hyper convaincu, mais c'est pas dérangeant en soi. Par contre, ça l'est un peu plus d'avoir un trailer qui spoil l'intrigue. Ah, vous allez affronter tous ces boss. Ah, cet ennemi-là, un de vos alliés va lui faire cette méga attaque. Ah, vous allez rencontrer une espèce de squelette. Ah, vous allez assister à plusieurs morts assez importantes pour être mises en cinématique. Ah, et Nier va perdre un œil. Oh, et cette jolie jeune femme, bah elle va se manger une lance dans le cœur. Voilà, bon jeu. Et c'est là le problème. Si j'ai vu la bande-annonce, bah quand la fameuse scène arrive, je vais pas être surpris. Pire encore, puisque je savais que ce perso allait probablement crever, bah j'ai pas essayé de m'y attacher. Et donc, j'en avais rien à foutre. D'où l'intérêt de ne pas spoiler un élément majeur de l'intrigue dès le début! Bande de cons! Enfin bref, résumons le jeu. Suite à l'incursion d'un dragon et d'une reine démoniaque dans le Tokyo de 2004, une maladie est apparue, l'albinovirus, qui a causé l'extinction quasi totale de l'humanité. Au début de l'intrigue, nous sommes en l'an 3361, où nous retrouvons nos principaux protagonistes, à savoir Nier et sa fille Yona, qui vivent paisiblement au sein d'un petit village paumé dans la pampa. La seule ombre au tableau étant que la gamine est affligée d'une affection mortelle, la nécrose runique. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Nier officie comme homme à tout faire. Et ça tombe bien parce que le monde est rempli de créatures spirituelles agressives, appelées les ombres. En rentrant chez lui, le paternel se rend compte que la gosse est partie à la recherche d'une fleur baptisée la larme lunaire, dont la légende prétend qu'elle exaucerait les vœux. Nier se précipite là où poussaient autrefois de telles plantes, à savoir au temple oublié. Donc que je résume. Yona, qui est malade, faible, avec une tendance à cracher ses poumons au moindre effort, a sillonné toute une zone naturelle à pied, emprunté plusieurs échelles et escaliers, traversé un pont branlant, escaladé des échafaudages vieux d'au moins plusieurs décennies, parfois sauté par-dessus des gouffres, et esquivé tout un tas d'ombres agressives. Je veux bien être ouvert d'esprit, mais enfin faut peut-être pas abuser non plus. Nier finit par retrouver son enfant, ainsi qu'un étrange livre flottant et parlant qui se présente comme étant le grimoire Weiss. Ce dernier n'a plus aucun souvenir ni pouvoir, mais réalise qu'il peut récupérer ses capacités en aspirant le sang des ombres. Selon Devola et Popola, les jumelles gardiennes de la ville, il existerait une antique prophétie contant une légende. Un grimoire noir apparaîtra afin de semer le chaos et la maladie. Viendra alors le grimoire Weiss, doté de ses vers scellés qui lui permettront de triompher du grimoire noir et de rétablir la paix dans le monde. Nier en conclut alors qu'il suffirait d'éliminer des ombres assez puissantes pour que le livre retrouve son potentiel maximal et sauve la vie de son enfant. Popola lui indique la direction du village de l'air, vers lequel se rassemble un grand nombre de ces créatures. Mais une fois sur place, le duo tombe sur Kaine, une jeune femme possédée par une ombre nommée Tyranne. La donzelle a pour objectif de massacrer Hook, un énorme monstre qui terrorise l'air, mais que j'appellerais personnellement multitéton, je vous laisse deviner pourquoi. Hook est finalement vaincu, et Kaine conduit le groupe à la cité de Façade, qui a mis tous ses talents à la recherche d'un remède à la nécrose runique pour sauver leur roi.
Manque de bol, ce dernier est déjà clamsé et c'est maintenant son fils et ses conseillers qui gèrent le royaume. De retour chez lui, Nier rêve d'un petit garçon, c'est pas ce que vous croyez, qui l'oriente vers la forêt des légendes où il dégote un nouveau pouvoir. Les héros vont ensuite rencontrer le jeune Émile, dont les yeux sont bandés en raison d'une malédiction. Tout ce qu'il regarde est changé en pierre. Après un dernier boss, le groupe récupère l'ultime verre scellé. Et il ne reste plus qu'à trouver le grimoire noir. Mais les ombres envahissent le village, accompagnés de Jack of Hearts, un immense colosse qui pulvérise la muraille et détruit tout sur son passage. Désolé, j'ai pas pu résister. Malgré sa puissance et son immortalité, les protagonistes parviennent à le réduire à une minuscule masse informe qu'ils enferment dans le sous-sol. C'est là qu'apparaît le maître des ombres, alter ego immatériel du héros, escorté par le grimoire noir. Ce dernier révèle à Weiss que leur destin est de fusionner pour permettre aux ombres de se répandre à travers le monde. Weiss s'oppose à la fusion et le maître des ombres finit par battre en retraite, non sans emmener Yona au passage. Quant à Kaine, elle demande à Émile de la pétrifier afin de sceller définitivement la porte et interdire à Jack of Hearts de revenir à l'air libre. Nous avons alors droit à une ellipse de 5 ans que Nier a mis à profit pour s'entraîner. Émile lui annonce qu'il aurait trouvé un moyen de dépétrifier Kaine, mais également de le libérer de sa malédiction. Question, il s'est passé 5 ans et Émile a toujours pas grandi d'un pouce? On y vient. On se rend compte que les sous-sols du manoir d'Émile contenaient des laboratoires de recherche et que le gamin est en réalité une arme vivante conçue voici des siècles. En retrouvant l'expérience numéro 6, le gosse fusionne avec, lui conférant un boost immense de pouvoir, mais également une apparence monstrueuse qui le traumatise. Ouais, hors contexte, cette scène peut vite devenir très dégueulasse. Kaine est libéré et Jack of Hearts définitivement vaincu. Je vois pas en quoi un truc qui peut se régénérer à l'infini peut crever pour de bon en lui brisant la nuque, mais bon, admettons. Le Quatuor parvient enfin à pénétrer le domaine du Maître des Ombres, mais sur leur chemin se dressent Devola et Popola, qui révèlent les tenants et aboutissants de l'histoire. Et notamment, le projet Gestalt. Les véritables humains ont disparu depuis des siècles, transformés en entités spirituelles, les Gestalt, pour échapper à la pandémie de l'albinovirus. Mais ils ont été graduellement corrompus pour devenir des ombres. Les seuls individus dotés d'un corps physique ne sont que des réplicants. Et les jumelles ont besoin du corps de Nier pour le rendre à son propriétaire légitime, le Maître des Ombres. Si Devola et Popola sont tués, ce n'est pas sans le sacrifice héroïque d'Émile, qui s'évanouit dans une implosion. Nier et Kaine débarquent alors dans la grande chambre où se trouve Yona et le Big Boss. Le grimoire noir est massacré et Yona se révèle possédé par son Gestalt. Mais ce dernier se refuse à faire souffrir la réplicante et se laisse mourir pour lui abandonner le contrôle. Au cours de l'ultime combat, Weiss finit par succomber et Nier achève son adversaire. Tandis que sa fille reprend conscience, Kaine part de son côté régler ses propres problèmes, et dans l'au-delà, le Maître des Ombres retrouve sa gosse. C'est ainsi que se termine la première partie du jeu. La seconde nous rajoute, en plus de quelques dialogues, 2 scènes finales, dont une qui révèle la survie d'Émile. Et pour accéder à la 3e dérivation... Fuck you! Fuck you! Bref, après s'être cassé le cul à récupérer toutes les armes du soft et relancer le titre, encore... Une fois le Maître des Ombres vaincu, Kaine est victime de la nécrose runique. Par un miracle scénaristique, Tyran parvient à se faire comprendre de Nier et lui explique qu'il y a un moyen de sauver la jeune femme. Mais pour cela, le héros devra littéralement donner toute son existence en échange. Le choix est alors confié au joueur. Tuer Kaine pour la libérer de ses fardeaux, ou vous sacrifier pour lui rendre son humanité. Un renoncement qui implique la disparition totale de Nier et de tous ses actes. Tous ceux l'ayant connu l'oublieront. Kaine revient à elle, seule avec Yona, sans plus aucun souvenir ni trace de Nier, en dehors de la fameuse larme lunaire qu'il lui avait offert. Et c'est ainsi que s'achève Nier. Il y a beaucoup, mais alors beaucoup, de trucs à analyser avec cet épisode. Malheureusement, je ne pourrai pas parler de tout, je vais donc devoir faire des sélections. Et déjà, un des points essentiels à aborder pour bien comprendre Nier, c'est évidemment... Donc, en 2004 a eu lieu la fameuse apparition de Kame et de la Reine démoniaque à Tokyo. Selon certains, cela a eu des conséquences assez néfastes. La première étant que la plupart des villes ont été englouties par les océans. Mais aussi la fin des cycles jour-nuit. Le rythme de révolution de la Terre ayant changé au point que la planète montre toujours la même face au soleil. Et on peut supposer que l'été 2049 sous la neige devait être une des premières retombées. En gros, sacrée catastrophe. Mais le pire, et ça on se rend compte avec les comptes rendus éparpillés dans les temps de chargement,
c'est l'apparition de l'albinovirus, qui cause des mutations et des problèmes mentaux. En seulement quelques années, toute la société humaine telle qu'on la connaissait a été profondément bouleversée. Des tentatives de soins sont mises en place avec des effets plus ou moins efficaces, et c'est aux alentours de 2025 que naît le projet Snow White, un groupe d'enfants dont fait partie Emile, génétiquement modifiés afin de devenir des armes vivantes. Mais pourquoi faire? Eh bien, il s'agirait d'un programme conjoint à la recherche sur les Gestalt, à tel point qu'il était une priorité absolue, mais a fini par échouer, contraignant le plan à être mis à l'arrêt, tandis que les bâtiments externes du laboratoire sont camouflés en manoir. Mais c'est en 2032 que les choses commencent à évoluer. Un nouveau traitement est découvert et a des effets positifs. Le projet Gestalt? Il semblerait. Mais je croyais qu'il était déjà censé exister 10 ans plus tôt. On y revient après. Parce qu'effectivement, les comptes rendus du programme sont privés de toute date, ce qui brouille d'autant plus les pistes. Bah alors c'est quoi au juste? Parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris moi. En gros, et là je vais vous demander d'être très ouvert d'esprit, parce qu'il y a beaucoup de blancs. Le projet consistait à transformer les humains en Gestalt, c'est-à-dire de simples âmes, tandis que les réplicantes, des versions de leur corps dépourvues de conscience, étaient créées. Tout ce qu'on sait, c'est que le Nier originel est le patient zéro, tandis que celui que l'on contrôle est son répliquant. Quant aux grimoires, ils furent conçus de manière à ce que leur réunion devienne le signal pour tous les Gestalt de réintégrer leurs réplicantes, et ainsi de permettre à l'humanité de relever la tête. Pendant cette phase d'attente, le déroulement du programme fut confié à la surveillance de 2 androïdes jumelles, Devola et Popola. Le problème, c'est qu'en raison d'une prise de conscience des réplicantes, ainsi qu'une instabilité génétique chez le Nier originel qui a eu un impact sur tous les autres esprits, un très grand nombre ont subi des régressions intellectuelles qui les ont rendus agressifs, se métamorphosant petit à petit en nombre. Attends, tu veux dire que les grimoires, là, en fait, ce sont des créations humaines? Ouais. Donc les humains maîtrisent la magie. Eh ben, c'est vrai que la situation peut prêter à confusion. Comme nous le confiera Weiss plus tard, ces petits orbes rouges là, eh bien, c'est de la sorcellerie. Une sorcellerie très similaire à ce que nous balancent les machines de la montagne des robots. Sauf que, comme le signalera un villageois au cours du jeu, le niveau scientifique de l'humanité avait atteint un tel level qu'il n'est plus compréhensible pour les répliquants. De fait, en guise de magie, il s'agirait en réalité de technologies extrêmement avancées. Ce qui implique que la fameuse prophétie du chant des anciens, en fait de prédiction, c'était juste un projet prévu à l'avance. Mais en soi, que dire du monde de Nier? Eh bien qu'il est largement plus développé que celui de Drakengard. Les différents lieux possèdent des noms propres, ce qui est déjà un sacré pas en avant, mais en plus, chacun bénéficie de sa personnalité. Le village de l'air avec ses habitations fixées aux parois d'une falaise et ses résidents qui sont des parano de première, la cité de façade avec ses citoyens constamment masqués et leur surcharge abusive de loi, la forêt des légendes qui vit en complète osmose avec la nature, la prospère littorale et ses nombreux pêcheurs, ou encore la montagne des robots qui sert de casse aux ferrailleurs. Bon, c'est pas l'univers le plus développé qu'on ait jamais vu, mais comparé au Drakengard, je peux vous garantir que ça fait du bien. En dehors de ça, le monde a pas mal évolué. On peut aborder le cas des moutons, qui sont devenus très dangereux, ou alors l'apparition de certaines races animales désormais dotées de facultés spéciales, comme le poisson chaman et sa capacité à sécréter de puissants antidouleurs. Et c'est vachement moins manichéen. On ne s'en rend pas forcément compte lors de la première partie, mais quand vous relancez le jeu pour la deuxième fois, vous avez accès à de nouvelles scènes et dialogues. On va pas se mentir, la première session a un scénario assez basique, mais le fait de persister malgré la fin change continuellement la donne, et ce, rien qu'en nous offrant la traduction des paroles de certaines ombres, ce qui teinte les combats héroïques de Nier d'un aspect assez crasseux. En effet, elles sont loin d'être maléfiques, et généralement n'agissent que pour se défendre. Généralement. Non, parce qu'il faut pas oublier qu'au cours de l'histoire, des Gestalt ont attaqué des réplicantes qui ne leur avaient strictement rien fait. Dans les souvenirs de Kaine, on se rend bien compte que Hook est une créature sadique. Là où les ombres qui vous tendent un piège dans l'air le font en réaction au massacre de Nier. Le projet du grand méchant, c'est de sauver sa fille. L'objectif du grimoire noir, c'est de permettre aux humains de retrouver un corps physique. Et le plus gros coup dans les burnes du manichéisme, ça reste les habitants de façade. Parce qu'au début, on se dit, les gars se font agresser par des loups qui viennent buter leur nouvelle reine, normal qu'ils veuillent se venger. Sauf qu'à mesure qu'on poursuit l'histoire, on se rend compte qu'à la base, les Canidés ont été exterminés par le peuple masqué. Et c'est pour cette raison qu'ils se sont lancés dans un ultime assaut qui a scellé leur destin. Ouais là, bizarrement, j'ai plus aucun respect pour les Phasadiens, hein. Ils sont directement responsables de ce qui leur arrive. Donc clairement, non. L'intrigue n'est plus du tout manichéenne. Mais elle souffre néanmoins de gros défauts d'écriture.
passons vite fait sur les quelques tartines d'exposition en voix off complètement inutiles, on aurait très bien pu couper ces scènes sans que ça gêne la compréhension. Il y a aussi un brisage de quatrième mur, lorsque Nier reçoit une nouvelle fois une certaine arme dans sa seconde partie. Ce qui laisse entendre que Nier et Weiss sont conscients d'avoir déjà accompli tous ces événements. Sauf que ce sera la seule et unique référence. S'il y a eu d'autres réflexions méta, j'avoue que je ne les ai pas relevées et ça rend cette remarque d'autant moins défendable. Si les protagonistes sont lucides au sujet de la répétition des péripéties, pourquoi ne jamais l'aborder ? Et enfin, la séquence d'intro. Oui, elle nous sert de tutoriel et pose un mystère qui ne sera résolu qu'au terme de l'intrigue. Mais pour moi, ça ne fait que brouiller les pistes de façon désastreuse. On passe un gap d'1 millier d'années pour retrouver exactement les mêmes personnages et personne n'y fait référence. Là encore, cette séquence n'est pas à sa place. Elle aurait dû se trouver pratiquement à la fin du jeu, pas à son début. Bon, je pense qu'on a globalement fait le tour de l'analyse. On va maintenant se focaliser sur... Alors, ça va durer un petit moment. Notamment parce que la plupart des persos existent en plusieurs versions, Gestalt et Réplicante, et que ça peut engendrer des variations. Je vais complètement zapper Yona, qui, quelle que soit sa forme, est à peu près aussi développée qu'une patate. À part dire qu'elle est gentille, malade, qu'elle cuisine mal et qu'elle adore son père, ça va être compliqué de trouver des trucs à dire sur elle. On va plutôt commencer par les seuls personnages qui ne sont pas des réplicants. Des androïdes, des jumelles robotiques devenues les surveillantes du projet, leur tâche étant d'observer à la fois les Gestalt et les réplicants afin d'intervenir en cas de problème. Les êtres synthétiques ayant commencé à développer conscience et personnalité, elles se sont fondues dans la population, adoptant plus ou moins le statut de mère d'un village, même si c'est pas officiel. C'est la principale raison qui fait qu'elles obtiennent aussi facilement des informations, comme le soupçonne Weiss, parce qu'elles sont au courant du projet de l'humanité et des étapes à franchir pour que tout revienne à la normale. Elles sont réputées comme d'excellentes chanteuses, même si Popola a besoin d'un breuvage très spécial à avaler pour trouver le courage de pousser la chansonnette devant un public. Et c'est un point sur lequel on peut se poser des questions. Que les réplicants ne remarquent pas que les jumelles ne vieillissent pas. On va dire ok même si c'est déjà bizarre. Mais que des androïdes puissent ingérer de l'alcool et finir bourrés, je suis pas des masses convaincus. Alors les robots ont peut-être cette capacité, mais enfin il y a une différence entre absorber de la nourriture et devenir ivre. Pareil pour l'aptitude à pleurer. Même en imaginant ça comme un camouflage, à l'époque où elles ont été créées, les réplicants n'avaient pas de conscience propre, donc quelle utilité? Enfin bon, pour ce qui est de leur comportement, les jumelles ont développé de l'empathie pour les corps sans âme, notamment Popola, et c'est là qu'on peut véritablement s'interroger. Quand elles se montrent inquiètes pour le sort de Nier et Yona, on peut soupçonner que c'est dans l'intérêt du maître des ombres, pour s'assurer que les autres ne se feront pas massacrer stupidement dans un coin. Mais leur empathie est sincère, elles ne voulaient pas se battre et auraient préféré repousser l'échéance. Le seul moment où Popola va se révéler maléfique, c'est quand Devola meurt. Donc oui, les androïdes ont développé leurs propres émotions, et une réflexion de Weiss peut amener à la raison de cette empathie. Those two have watched the world wither for time immemorial. Cruelness of such a fate is difficult to imagine. À force de contempler l'humanité disparaître, puis les réplicants atteindre un véritable niveau d'existence, elles se sont raccrochées au synthétique, et malgré leur mission qu'elles ne pouvaient abandonner, elles ne souhaitaient pas causer une nouvelle extinction. Bon, dernier truc qui, personnellement, m'a beaucoup fait rire, même si les concernés ça peut les faire grincer des dents, Devola révèle que leur gémellité est due au fait qu'elles n'ont pas d'âme. Dire ça d'individus qui sont roux, excusez-moi mais le sous-entendu il est un peu ajouté au forceps là. Bien, passons maintenant au seul rôle qui n'existe qu'en un seul exemplaire. Que dire du petit Émile? Enfin, petit, c'est vite dit. Non, parce qu'il faut garder en tête que le gamin a au mieux près d'1 millier d'années, et qu'il a toujours l'apparence d'un gosse. C'est justifié par ses origines, vu qu'il a été modifié génétiquement, et c'est là que je vais soulever des points dérangeants. Pourquoi Émile n'est pas au courant de sa nature? On parle d'un individu qui a vécu plusieurs siècles, et il a jamais remarqué qu'il vieillissait pas? Et venez pas me dire qu'il a pas conscience du temps qui passe, il arrive à deviner l'âge de Nier sans même le regarder. Ce qui implique qu'il a des sens putain de développés au point de foutre la honte à Léonard. Et qu'en est-il de Sébastien? Ce serviteur, il est très sous-entendu qu'il s'agirait d'un androïde. Pourquoi Émile ne s'est jamais rendu compte que son majordome ne vieillissait pas non plus? Pourquoi le robot ne lui a jamais rappelé son rôle? Est-ce qu'il a pour objectif de lui dissimuler la vérité? On ne sait pas. Bref, Émile se cache les yeux derrière un bandeau, car tout ce qu'il regarde se change en pierre. Un pouvoir qui touche les êtres vivants, Gestalt compris, pourtant, lorsqu'il faut pétrifier Kaine, un gros doute se pose. En quoi tétaniser une meuf, certes couillue et possédée, serait suffisant pour bloquer une porte en bois?
Et là, miracle scénaristique, la porte et une portion du mur sont eux aussi transformés en roches quasiment indestructibles. Ça n'empêche pas le bonhomme d'être très volontaire, et surtout incapable d'abandonner ses camarades. S'il est pote avec vous, il fera tout pour vous épargner un destin catastrophique, quitte à devoir se sacrifier. Alors oui, il le regrette par la suite, ce qui est compréhensible, mais ça ne nullifie pas son sens du devoir pour autant. Il a beaucoup d'admiration pour ses compagnons, notamment Kaine, et se moque éperdument d'être ostracisé par les villageois. Après avoir recouvré la mémoire sur sa nature, Emile apprend que sa sœur Aloy, l'arme la plus puissante au monde, devait être scellée, raison pour laquelle le gamin s'est retrouvé avec un pouvoir pareil. Ça ne l'empêche pas de savoir d'office que pour vaincre sa malédiction, il allait devoir fusionner avec elle. Comment en est-il arrivé à cette conclusion? Pourquoi n'a-t-il jamais transformé Aloy en pierre alors que c'était son rôle? Bref, encore une fois, si on regarde le personnage dans les grandes lignes, ça passe. Mais dès qu'on se focalise sur les détails, ça tient plus aussi bien. Une fois la fusion achevée, il se retrouve avec un corps monstrueux et squelettique qui va le traumatiser. 5 minutes. Ouais non, Nier lui fait une tape sur le dos et c'est bon, le gamin s'en remet direct. On aurait tout aussi bien pu dire que le môme se contrefichait de son apparence et ça aurait rendu le tout plus cohérent. D'ailleurs, tous les traumas subis par Emile sont assez rapidement évacués et plus jamais abordés. Probablement parce que les scénaristes ne savaient pas comment les gérer. Bon, si on s'intéressait maintenant à la plus proche amie d'Emile. Ah, cette fameuse Kaine, probablement la personnalité la plus intéressante de cet épisode. Une femme forte, complète, et surtout le personnage le plus développé de l'histoire et oh! Mes yeux sont là! Alors oui, si on se fie à la surface, Kaine est la bombasse du titre, juste présente pour exciter les joueurs, avec quelques plans un brin trop explicites. D'ailleurs, son apparence est, du moins au début, sujet à des remarques. C'est pas pour rien que Weiss la traite régulièrement de dévergondée. Néanmoins, nous n'avons pas affaire à un simple cliché de jolie fille. La donzelle est balèze, le genre capable de te faire des bonds de Super Saiyan et de découper un géant d'un seul coup. Et elle n'est pas du style à pleurer ou avoir besoin d'aide, loin de là. Systématiquement, c'est elle qui vient filer un coup de main et elle envoie régulièrement chier tous ceux qui la soutiennent. Elle supporte même pas qu'on la complimente, c'est dire. On pourrait considérer qu'il s'agit là d'une profonde misanthropie. Après tout, c'est compréhensible. Son enfance a été marquée par l'ostracisme et elle conserve une puissante rancune envers les habitants de l'air. Mais en vérité, son mépris est tout autant une protection qu'une façade, ce dont on se rend vite compte alors qu'on la côtoie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Kaine est très empathique. Ça se voit dès la première rencontre, où elle a beau considérer Nier comme un envahisseur, elle l'éjecte de la trajectoire d'une attaque. Bon, un coup de taloche dans la gueule, mais quand même. Pareil, elle est estimée comme hôte de marque par le peuple masqué pour avoir sauvé une de leurs enfants. Bizarre, on a une scène où la petite Fira se casse la billette devant elle et Kaine ne bouge pas un orteil pour l'aider. Primo, ils sont en public. Et faut pas l'oublier, la donzelle tient à sa réputation. Mais en plus, Fira n'est pas en danger de mort, donc c'est pas si invraisemblable qu'elle refuse d'intervenir. Mais la preuve ultime qu'elle a un cœur, c'est sa relation avec Emile, un des seuls envers qui elle consent à être elle-même. Il est même le premier à qui elle demande de mettre fin à ses jours si jamais Tyrann venait à prendre le dessus. Elle le reconnaît instantanément malgré sa transformation, et c'est sa voix qui aidera la demoiselle à revenir du côté des vivants. C'est face à sa mort qu'elle perd le plus ses moyens, et en dépit de tout ça, elle reste forte. Elle ne se laisse pas abattre par la tristesse. C'est elle qui se relève en première et tabasse le héros pour l'inciter à finir ce pourquoi ils sont venus. Et sans doute pour se passer un peu les nerfs aussi. Oui, sa violence, on va avoir du mal à faire l'impasse dessus. Kaine est une brute épaisse, dont le statut d'hybride la rend puissante autant physiquement que magiquement. Mais la donzelle n'en est pas stupide pour autant, bien au contraire. Elle n'est pas idiote au point d'être charmée par un piège grossier, et c'est même la première à se servir du fanatisme des lois de façade pour arranger leur situation. Elle tombe dans des traquenards assez évidents pourtant. Bien sûr, mais là, on peut surtout l'accuser d'avoir été impulsive et impatiente, ce qu'elle est depuis la première rencontre. C'est surtout ça qui se retourne régulièrement contre elle. Et elle est probablement un des personnages des jeux vidéo parmi les plus vulgaires que je connaisse. Start making sense, you rotten book, or you're gonna be sorry. Maybe I'll rip your pages out one by one, or maybe I'll put you in the goddamn furnace. How can someone with such a big smart brain get hypnotized like a little bitch, huh? Oh, Shadow Lord, I love you, Shadow Lord. Come over here and give Vice a big sloppy kiss, Shadow Lord. Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us. Mais elle est à un niveau tel qu'elle arrive à choquer les autres protagonistes. I'll tear your eyes out and piss in your sockets. Notamment le grimoire Weiss, avec lequel elle entretient une relation d'amour-haine, on va dire. Au final, on se rend bien compte que les deux s'apprécient et s'estiment, même si ça les empêche pas de se balancer régulièrement des pics. C'est aussi une jeune femme obsédée par ses objectifs. Elle se contrefie du danger tant qu'elle peut éliminer la créature responsable de la mort de sa grand-mère, et refuse que qui que ce soit lui chipe sa proie. Sitôt son désir accompli,
elle est prête à se laisser disparaître. Ce n'est que grâce à Nier et Weiss qu'elle parvient à se trouver une nouvelle volonté de continuer à exister. Le point sur lequel je serais un peu plus dubitatif avec ce personnage, c'est sa croyance en la destinée, selon laquelle si des choses se produisent, c'est forcément pour une bonne raison. Sauf que, c'est le seul moment de l'histoire où elle aborde cette foi, et ce côté presque religieux ne me semble pas raccord avec son caractère. Cependant, on peut supposer qu'elle dit ça juste pour remonter le moral d'Emile, et ça s'arrête là. Passons maintenant au cas de Tyrann. Et pour ça, va falloir que je résume le contexte. Kaine est considérée comme un monstre par le village de l'air. Lors de ma toute première session, j'avais envisagé qu'elle était haïe pour son aspect inhumain. Elle est possédée par une ombre, et pour cette raison, le village la craint et l'exile. Sauf que, dès le début de la seconde partie, vous avez droit à son histoire, qui nous prouve que non, elle était déjà abhorrée avant d'être une hybride. Pour un motif qui, si vous vous contentez du jeu, est totalement incompréhensible. Je vais faire une exception parce que c'est un des points les plus connus du personnage, Kaine est intersexe. Petite interruption de votre épisode. Avez-vous déjà entendu parler de Séné ? Dans la mythologie grecque, Sénis était une magnifique jeune femme qui eut le malheur de taper dans l'œil de Poséidon. Et ce dernier la fit passer à la casserole sans aucun consentement. Néanmoins, ayant particulièrement pris son pied, Poséidon accorda à la damoiselle un souhait à exaucer. Et cette dernière demanda à devenir un homme. Son nom passant alors de Sénis à Séné. Hein ? Le rapport avec Nier ? Eh bien, figurez-vous qu'en grec ancien, le nom de Séné se prononce Kaine ou Kaineus. Je trouvais la référence non seulement assez subtile et bien trouvée, mais en plus assez peu souvent évoquée. Du coup, je tenais à vous la partager. Et maintenant, retour à l'épisode. Hermaphrodite, si vous préférez. Cependant, aucune mention n'y est faite dans le soft. Peut-être dans la version japonaise ou dans le remaster, mais sinon que dalle. Bref, dans son exil, sa grand-mère fut tuée par Hook, et Kaine laissée à demi morte. C'est là que Tyrann entre en scène, une ombre malfaisante et sadique, se nourrissant de rancœur, qui voulut posséder le corps de la jeune femme. Mais devant la volonté de cette dernière, les deux parvinrent à un accord. Grâce à ce pouvoir d'hybride, elle pourrait accomplir sa vengeance. Mais en contrepartie, chaque meurtre corrompra davantage son âme. Et si jamais la haine venait à manquer, alors Tyrann prendrait le dessus. Ce qui n'est pas vraiment exact et même plutôt contradictoire. La seule fois où Tyrann semble posséder entièrement Kaine, c'est après que son cœur a été transpercé d'une lance. Cœur où Tyrann affirme s'être logé. Et même là, il suffit de lui tataner la gueule pour qu'elle récupère son apparence d'origine. Plus tard, elle reçoit une nouvelle blessure mortelle et perd conscience, mais ne se transforme plus. Moi non plus, je sais pas comment ça marche, et je suis même pas sûr que les scénaristes aient réfléchi à une quelconque logique. Bref, le Tyrann est une pourriture de première, et le fait d'avoir accès à ses remarques confirme son caractère d'ordure. On en est presque à se demander si le mec était pas un tueur en série de son vivant. Et c'est son point faible. Tyrann ne prend son pied que dans la haine et la violence. Lorsque Kaine finit par comprendre sa nature et lui accorder de la pitié, il se sent mal. Il refuse d'accepter l'idée d'être seul et détesté par tous, et que la brutalité est son unique moyen de compenser sa peine. Quand Kaine perd sa colère, il semble contaminé par l'empathie de la jeune femme, au point de révéler la solution pour la sauver. Il va cependant pas falloir espérer beaucoup plus d'informations sur le personnage. En dehors de ces éléments, on ne sait rien sur lui. Néanmoins, cette possession offre à Kaine, en plus de ses pouvoirs, la compréhension du babillage des ombres. Ce qui signifie qu'elle sait que toutes les ombres ne sont pas malfaisantes. Mais contrairement à Nier qui n'a pas la capacité de les entendre, Kaine les ignore. Elle ne tente pas d'en discuter ou de les épargner. Pour elle, ce ne sont que des monstres. Comme quoi, la menace de la souillure sur son âme, c'était peut-être pas juste une métaphore. Et tu dis rien sur son aspect abusivement sexualisé ? C'est vrai que niveau chara-design, on peut facilement lui reprocher d'être la bombasse ultra sexy pour garder l'intérêt des joueurs masculins. Bon, après, Kaine est pas la seule à se balader à poil, même si ça excuse rien. Cependant, qu'elle soit constamment en sous-vêtements ne me gêne pas tant que ça. Vu son comportement punk et anarchiste, l'idée qu'elle s'habille comme elle en a envie sans se préoccuper des avis des autres, je peux piger. Mieux encore, les habitants de l'air affirment que son corps est monstrueux à cause de son genre. Sauf que comme le précisait Devola, Kaine est une putain de bombasse. Et ça peut être une raison supplémentaire au fait qu'elle s'accoutre de façon aussi impudique. Oh, mon corps vous déplaît ? Dommage pour vous, je peux l'exploser autant que je veux, juste pour vous faire chier. Ceci dit, même si je peux sans problème accepter cet aspect de son chara-design, et des talons aiguilles, vu la bourrine que c'est, je pense pas que ce soit l'idée du siècle. Bien, il est maintenant temps de s'attaquer, et je me serais jamais attendu à prononcer un jour une phrase pareille, à la personnalité des bouquins.
Là encore, on va se focaliser sur la version qui suit le protagoniste. Loin de moi l'idée de minimiser l'écriture du Grimoire Noir, mais en soi, on nous propose pas grand chose de bien folichon. Son objectif est d'accomplir la raison pour laquelle il a été créé, le reste n'a pas d'importance. Il est ce que Weiss aurait dû devenir s'il n'avait pas perdu la mémoire. Ouais, avec Emile, ça fait 2 persos amnésiques en un jeu, je vous signale. C'est le blanc dans les connaissances de Weiss qui l'incite à avancer. Au-delà de sa colossale arrogance, je vous rappelle qu'il se considère lui-même comme une quasi-divinité, se plaint très régulièrement, et va même critiquer Nier si celui effectue des quêtes secondaires insignifiantes. Il n'éprouve pas vraiment de sympathie ni pour l'humanité ni pour les Gestalt, et s'il n'apprécie pas particulièrement les protagonistes à l'origine, il finit par s'y attacher. Étonnamment, le fait d'être remis à sa place l'a aidé à devenir meilleur. C'est parce que Kaine le traite de tous les noms qu'il renonce à fusionner avec Noir. C'est grâce à toute son aventure qu'il accepte qu'on l'appelle simplement Weiss. Alors qu'au début, il détestait qu'on l'apostrophe par un diminutif. Il en vient même à faire de l'humour et à se sacrifier pour ses compagnons. Sacrée évolution, on va pas se mentir. Il est terrifié par les lieux supposément hantés, et malgré son amnésie, fait montre d'énormes connaissances générales. Un peu façon John Doe. C'est également un pragmatique de premier ordre. Il est le premier à juger inutile d'aider tout le monde, mais va peu à peu développer sa propre empathie. Il s'offusque de comportements répréhensibles, et si ça ne l'empêche pas d'être régulièrement sarcastique vis-à-vis de ses compagnons, il éprouve énormément d'affection pour eux. Lorsque Devola et Popola lui dérobent ses pouvoirs, Weiss se semble contaminé par un virus, perdant ses capacités intellectuelles et vocales, un peu comme une vieille personne souffrant d'Alzheimer, et il n'apprécie aucunement qu'on le contemple avec pitié. Là encore, arrogance et fierté, des éléments caractéristiques du grimoire. Alors personnellement, je suis assez amusé que, sauf très rares occasions, personne n'est jamais surpris de voir un livre qui vole et qui parle. Mais surtout, il y a une question que je me suis très régulièrement posée, qui lance les sorts? Puisque techniquement, ils viennent tous de Weiss. Ce n'est donc pas logique de dire à Nier de les utiliser, puisque c'est le grimoire qui s'en charge. On peut pas vraiment dire que ce soit des incohérences, mais ce sont des points qui m'ont semblé assez bizarres, et qui ont malheureusement l'air assez récurrents dans la saga. Bien, passons maintenant au dernier de la liste. En vrai, on sait pratiquement rien sur Nier. C'est un guerrier, un homme robuste prêt à tout pour sauver sa fille, mais on a zéro info sur ses origines. Uniquement qu'il a été marié. Qui a été sa femme? Pourquoi il refuse d'en parler? Bah vous êtes libre de cogiter dessus toute la nuit parce que le jeu a pas prévu d'y répondre. Tout ce dont on est à peu près sûr, c'est que le Maître des Ombres, le Nier originel, a pactisé avec le Grimoire Noir en 2043, ce qui l'a amené à devenir le premier Gestalt avec sa gosse. Et vous savez, je peux comprendre les gens qui se plaignent de Noé dans Drakengard 2. Totalement même, hein. Mais quand on vient me dire que Nier est un meilleur personnage, ne vous foutez pas de ma gueule! Nier est un perso de JRPG parmi les plus lambda que je connaisse. C'est une caricature de type bien qui va tout faire pour aider son entourage. Il est gentil, il rend service à tout le monde, il aime beaucoup sa fille, sans aucun sous-entendu merci. Le gars est un bon père qui s'échigne à tout faire pour que sa gamine ait à manger dans son assiette, et il se sent mal de ne pas pouvoir en faire plus. Il n'a pas peur d'aller se friter avec des ennemis beaucoup trop forts pour lui, et il ne juge pas les gens à leur apparence. Il est même le premier à accueillir Kaine et Emile, malgré leur nature respective. Bon après, il juge pas, il suffit que vous fassiez un truc qu'il considère stupide, et il n'hésitera pas à vous traiter de débile. Au-delà de ça, désolé les fans, mais à un moment faut l'admettre, Nier est un con. Non seulement il a pas inventé l'eau tiède, mais il a pas l'intention de s'améliorer. Et franchement, son niveau de bêtise est à l'extrême limite une excuse scénaristique pour continuer. Entre le fait que tout le monde lui dit que ce truc-là c'est certainement un piège, oh mais si vous raisonnez tout le temps comme ça, on n'avancera jamais. Ou alors que le gars ne voit pas l'intérêt d'avertir en cas de menace. Non, je déconne pas. Au tout début du jeu, vous affrontez des Gestalt et Nier fait la remarque que il commence à vachement se rapprocher du village. Le lendemain, quand Popola lui donne une mission, ah au fait, hier il y avait des ombres qui se planquaient près des portes. Attends, t'es en train de dire que t'as prévenu absolument personne du danger entre-temps? Alors ok, il est pas stupide au point de pas savoir additionner 2 et 2, enfin c'est pas non plus le couteau le plus affûté du tiroir. S'il fallait faire un test de QI entre les différents membres du groupe, je suis persuadé que Kaine serait loin devant lui. Et c'est encore pire quand le gars essaye d'amener des réflexions de morale. Genre, après qu'Emile ait involontairement rasé le village de l'air, promis on en reparle plus tard, il lui demande de ne pas ressasser le passé. Dixit le mec qui recherche sa fille depuis 5 ans, alors qu'on était même pas sûr qu'elle puisse survivre plus de quelques semaines. Oui, mais Nier essaye de tout faire pour aider tout le monde, là où le Maître des Ombres, il se contente de tout détruire. Ça, c'est une vision très superficielle des caractères, je dirais même complètement fausse. Le principal point commun, c'est surtout l'amour que les Nier éprouvent pour leur Yona, et jusqu'où ils sont capables d'aller pour les sauver.
Sauf que là où le réplicante n'a pas d'autre choix que de se tuer à la tâche pour obtenir de l'argent et des soins, ce n'est pas le cas du Maître des Ombres. La version Gestalt de Yona ne risque plus rien. Ils doivent juste attendre leur réplicant pour revenir à la vie. Pour ce qu'on en sait, il y a strictement rien qui presse. Contrairement à Nier qui lui est soumis au compte à rebours de la maladie qui ronge sa gosse. Donc le héros est obligé de se bouger le cul, à l'inverse du Maître des Ombres, qui peut patienter indéfiniment. Oui, mais le Maître des Ombres a aucun scrupule à massacrer des réplicants. Tout comme Nier n'éprouve aucune pitié envers les ombres. L'un comme l'autre ne considère pas le camp adverse comme digne d'empathie. Je suis pas d'accord. Nier était pas au courant que les Gestalt étaient l'humanité. Sauf qu'encore une fois, Nier s'en fout. Que les ombres aient une conscience ou non, il s'en cogne. Une fois qu'il a appris la vraie nature des esprits, est-ce qu'il dit quoi que ce soit en leur faveur? Que dalle. Il continue à exterminer toutes celles sur son chemin, sans sourciller. Noé avait plus de pitié pour ses ennemis. À la limite, le Maître des Ombres est un brin plus développé, car il réalise qu'il a échoué dans sa tâche et suivi la mauvaise voie. Il y a un truc qui me gêne. Après l'ellipse de 5 ans, Nier a perdu un œil. C'est difficile de pas le voir. Alors comment ça se fait que personne n'aborde jamais le sujet? Pas même Kaine qui était absente pendant tout ce temps. Là, je dirais que le problème vient du changement de personnage. Si on contemple les deux apparences de Nier frangin, à aucun moment il ne devient borgne. La version paternelle de Nier n'ayant globalement rien modifié, à l'exception de son aspect. Il est donc probable que les développeurs n'aient pas vu l'intérêt d'ajouter un dialogue à ce sujet. S'il y a en revanche un point que je n'ai pas du tout compris, c'est sa culpabilisation. Après la libération de Kaine, Popola vient lui annoncer que les habitants sont terrifiés par la dévergondée qui dégomme des géants et le squelette volant avec un sourire chelou, ce que je peux comprendre. Bon, par contre, le livre qui parle, ça les dérange pas. Et donc ces derniers doivent dormir loin du village. Nier s'emporte devant cette injustice, mais finit par se dire que non, il a eu tort et qu'il a été égoïste. What the fuck? Lors de ma première partie, j'avais mal interprété la scène. Je croyais que Nier avait lui aussi été exclu du hameau, ce qui aurait été vraiment abusif et hypocrite de la part des villageois, mais au moins, la culpabilité du héros aurait été plus cohérente, car Nier aurait réalisé qu'il se serait énervé à cause de la perte de sa maison, sans vraiment penser à ses compagnons. Sauf que c'est pas le cas, et du coup, je pige pas la logique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des personnages, il est maintenant temps de s'attaquer à la partie amusante. Comme d'hab, des incohérences, j'en ai repéré un certain nombre, et je vais pas pouvoir toutes les aborder. J'ai donc fait une petite sélection parmi celles qui, à mon sens, méritaient le plus d'attention. On va commencer avec... Ça va être très rapide, mais je tenais à le préciser. Si on choisit de sauver la vie de Kaine, toute l'existence de Nier est effacée, de A à Z. Bon déjà, on peut légitimement se demander d'où sort ce miracle de dernière minute, qui ne correspond à absolument rien de ce qu'on a pu voir dans le soft. On n'est pas dans un univers de magie à la Drakengard, mais de science. Le fait que Nier puisse modifier la timeline en se sacrifiant, ça fait Deus Ex Machina. Mais en soi, c'est pas ça qui me dérange. Soit on considère que les choses restent telles quelles, et que c'est juste la mémoire des gens qui se fait wiper. Ce qui pourrait être le cas vu que Kaine possède toujours la larme lunaire que lui a offert Nier, et que Yona est persuadé que c'est la dévergondée qui a dégommé le Maître des Ombres. Ça justifie presque tout, mais ça fait vraiment excuse simpliste. Ou alors, on envisage que l'histoire a été réécrite comme si Nier n'avait jamais existé. Ce qui est motivé par le fait que tout ce qu'il a sur lui disparaît. Toutes les traces de ses quêtes secondaires s'effacent. Et là, ça devient problématique. Si Nier n'a jamais existé, Yona ne peut pas être venue au monde. Mais du coup, s'il n'y a pas de répliquant de Nier, il ne peut pas non plus y avoir de Gestalt de Nier. Donc leurs 4 vies auraient été wipées en même temps. Et ensuite, par quel miracle Kaine a pu arriver ici? Qu'est-ce qui l'aurait amené à se précipiter au secours d'une gamine avec laquelle elle n'a aucun lien? Elle qui, sans Nier, serait probablement morte après avoir exterminé Hook. Bref, c'est soit un énorme sac de nœuds incohérent, soit une excuse foireuse. D'un côté comme de l'autre, ça reste mal écrit. Après avoir vaincu le boss, Emile déploie involontairement toute sa puissance. Une onde de choc d'énergie qui dégomme tout sur son passage. Évidemment, le pauvre culpabilise, il a tué des innocents quand même. But you saved our lives. Attendez, quoi? À quel moment Emile a sauvé les héros? Est-ce que Nier parle d'achever le boss? Boss qui venait de subir ça? Ou alors, est-ce qu'il a créé une bulle de sûreté pour défendre ses compagnons? Notamment Kaine qui était très éloigné d'eux. Dans ce cas, s'il avait un tel contrôle sur lui-même, pourquoi est-ce qu'il n'a rien pu faire pour les habitants de l'air? Ou, autre possibilité, est-ce que Nier ne lui mentirait pas? Bon, on peut toujours se demander par quel miracle le gars a 1. Pu échapper à l'explosion, et 2. Récupérer Kaine et la protéger. Bon, dans ce cas, oui, il peut très bien raconter des cracks à Emile pour le pousser à se reprendre. Donc là encore, ça peut être sujet à débat. Mais pour ma part, la scène et la discussion ne sont absolument pas logiques.
Le saviez-vous? Les ombres sont mortellement allergiques au soleil. Alors ok, les Gestalt ne supportent pas la lumière du jour, ce qui est un sacré inconvénient dans un monde où le jour est permanent, mais bon, c'est justifié à quelques reprises, genre les esprits restent planqués à l'ombre ou profitent d'un ciel nuageux, admettons. Sauf que vient le cas des possédés. À la fin du jeu, Yona est entièrement hantée par son ombre, ce qui a, semble-t-il, soigné sa nécrose runique. Mais sitôt qu'elle s'expose aux UV, le Gestalt de Yona est détruit. Mais dans ce cas, comment ça se fait que Kaine soit pas libérée au bout de 5 minutes? Vous allez me dire quoi? Qu'elle a passé toute l'intrigue à esquiver les rayons du soleil? C'est débile! Pourquoi avoir inventé cette règle qui ne sert absolument à rien? Je veux dire, on aurait complètement retiré cette affirmation du soft, et ce serait passé crème. Mon analyse de la chronologie du jeu a été un peu dérangée par le fait que le projet Gestalt ne comporte aucune date. Tout ce qu'on sait, c'est que le Maître des Ombres en a été le premier sujet réussi, et il était encore humain en 2043. Sauf que l'efficacité du traitement a été prouvée en 2034. Sans oublier que le gars est censé être le tout premier des Gestalt, et malgré ça, il y a déjà des esprits qui se baladent dans le prologue. Après, je me pose aussi pas mal de questions sur la logique des Gestalt. Quand elles se métamorphosent en ombre, c'est parce qu'elles ont subi une dégénérescence mentale complète. Perte de mémoire à tutti quanti. Pourtant, Tyran est une ombre qui a conservé ses souvenirs. C'est à la fin du jeu qu'il affirme qu'il va tout oublier à cause de sa perte de contrôle. D'où vient cette perte de contrôle? J'en ai aucune idée, je sais absolument pas comment ça fonctionne. Ok, alors là je vais avoir des comptes à régler. Notamment avec la ville de Façade, qui a réussi à être à la fois la partie la plus inspirante et la moins cohérente du soft. Commençons avec la linguistique. Rappelez-vous, le peuple masqué ne parle pas la langue des héros. Ils sont d'ailleurs les seuls à ne pas avoir été doublés en anglais. De fait, lors de la première rencontre, tous leurs dialogues sont écrits dans des sortes de hiéroglyphes incompréhensibles. Et c'est normal. Ce qui me pose problème, c'est la manière dont tout a été traduit. Je n'ai pas abordé le cas de Fira dans le résumé, une petite fille muette qui communique exclusivement au langage des signes. C'est grâce à ça que Weiss parvient à la déchiffrer. Sauf que... comment Fira devine ce que disent les héros? Que le langage des signes soit commun, why not? Mais elle ne parle pas la langue de Nier. On peut supposer que Weiss décrit les gestes à Nier pour qu'il puisse y avoir conversation. Pas main pratique, mais je peux piger que ça a été éludé. On passe l'ensemble de la séquence suivante à subir la visite guidée de Fira, qui nous explique comment fonctionne la cité, et une fois terminé... Thank you. All of this touring has been helpful for understanding your language. What? Fira n'a fait que signer! Elle n'a pas du tout parlé! Par quel miracle t'as réussi à comprendre les liens entre les signes et les sons? Au fait, vous vous souvenez de la motivation qui a amené les héros à Façade? Kaine leur a annoncé que leur roi était atteint de la nécrose runique, et que toute la ville cherchait un remède. Sauf que Kaine ne pige pas non plus leur langue. Donc, comment elle a pu être mise au courant? Sans parler du fait qu'on peut s'interroger sur la raison qui a pu l'amener un jour au milieu du désert. Mais c'est après l'ellipse que Façade devient vraiment problématique. La cité est connue pour sa quantité aberrante de lois, mais il est affirmé que leur but n'est pas de contraindre ses citoyens, mais de révéler leur liberté. Vous vous demandez comment? Moi aussi. Et c'est d'autant plus idiot que le roi avoue comprendre le but profond de ces lois, mais ne le traduira jamais aux pauvres spectateurs idiots que nous sommes. Ce qui rend le tout encore plus obscur et forcé. Et ça devient encore plus stupide quand on apprend que les Façadiens peuvent enfreindre leurs propres règles si le besoin s'en fait sentir. Pire, lorsque les héros iront délivrer le jeune prince, ils seront soumis à un certain nombre d'épreuves, chacune leur imposant une loi interdisant telle ou telle action, genre interdit de sauter, de se battre, de parer. Le coup des lois qui révèlent la liberté, ça aurait pu être pour cette séquence, dévoilant qu'une fois qu'on est libéré des lois, on peut enfin agir à notre guise. Sauf que dans ce sens-là, c'est pas les lois qui donnent la liberté, mais plutôt leur absence. Ah, peut-être que c'est moi qui suis complètement con, mais je vois ça comme une incohérence. Continuons à progresser vers le principal problème, parce qu'on n'y est pas encore. Le peuple masqué est responsable du massacre des loups du désert, raison pour laquelle les canidés ont mortellement blessé la fiancée du roi, ce qui déclenche une guerre. Et au passage, Fira parle. La muette parle. Genre pendant tout le jeu, elle signe en silence. Have we met? You have grown into a fine example of womanhood. Mais pour sa mort, ils l'ont doublé. Puis, quand nos héros se rendent chez le Maître des Ombres, ils sont confrontés à un sanglier géant,
Le truc est indestructible, se relève chaque fois que sa barre est à 0, et sécrète un gaz empoisonné qui fout Nier, Kaine et Emile au tapis. Et c'est là que... Cette séquence est tout bonnement incroyable. Dans le sens, je ne peux pas y croire. D'une part, comment savaient-ils où aller? Est-ce qu'ils ont eux aussi résolu l'énigme des piafs qui nécessitait des connaissances sur les Gestalt et les réplicants? Ensuite, nous parlons d'un boss qui a tenu tête à Emile, l'arme ultime de l'humanité, à Kaine qui est à moitié ombre, et à Nier, simple guerrier parvenu à se hisser à un niveau exceptionnel grâce à l'entraînement et au combat. Et vous allez me faire croire que si ces trois-là sont pas foutus de survivre face aux sangliers, une tribu du désert armée de lances basiques va contenir la menace plus de 30 secondes? Si encore on avait sous-entendu que le peuple de façade peut résister au poison ou un truc du genre, là, ok, ça aurait fait un peu moins comportement suicidaire. Je veux bien admettre que leur masque ait des filtres qui les protègent du sable, mais des gaz toxiques ça m'étonnerait. Et vous avez droit pendant le New Game Plus à une scène supplémentaire montrant le roi et les gardes s'étant fait dégommer par la bête. Qui en doutait? Et le roi réussit à buter définitivement la créature. Ah, là par contre personne s'y attendait. Et... Attendez, quoi? Non, non, vous êtes sérieux là? Vous êtes en train de me dire que les façadiens comprennent le langage des ombres? Mais du coup, ça veut dire qu'ils pigeaient aussi le parler du loup d'ombre? Et donc, potentiellement, ils étaient au courant de ce que ça impliquait. Alors déjà qu'il s'agit d'un peuple ultra colonisateur qui massacre des espèces entières pour son profit, mais en plus... ça implique qu'ils ont zéro scrupule à éradiquer des races dotées d'une conscience et capables de parler. Alors, ça rend les façadiens dégueulasses, on est d'accord, hein? Mais c'est pas une incohérence. En effet. Par conséquent, je vais conclure sur autre chose. À la mort de Fira, le conseiller empêche le roi de déclarer la guerre, parce que la jeune femme aurait refusé d'engendrer un conflit, et que cela déshonorerait. Du coup, le roi décide de partir tout seul, et qu'est-ce qui se produit? Le conseiller est allé convaincre tout le monde de partir en guerre. Donc, le déshonneur de Fira, conserver la paix, tout ça... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Voilà. Le soft contient pas mal d'autres petits éléments incohérents, ou à minima problématiques. Mais bon, on va éviter de s'étaler trop longtemps, je vous propose donc de passer à la partie. Comme d'habitude, le chapitre de l'interprétation est réservé à tout ce qui est théorie et supposition personnelle. Rien de ce que vous allez entendre ici ne sera véridique, confirmé ou infirmé. Et on va commencer soft avec... On peut soulever un sourcil quant au niveau de sécurité du village du héros. Déjà que les gardes ne lèvent pas le petit doigt alors qu'un gamin aveugle, épuisé et blessé entre par la grande porte, c'est pas génial. Gardons aussi en mémoire qu'ils ont laissé sortir une fillette dont tout le monde sait qu'elle est malade à en crever, sans même chercher à vérifier où elle se rendait. Là encore, niveau responsabilité, ça pue. Et au final, pendant l'invasion des ombres, le village possède des murailles et des protections renforcées. S'ils ont des remparts, ils ont probablement des vigies. Du coup, pourquoi personne n'a sonné l'alerte et verrouillé les portes beaucoup plus tôt? Genre quand vous avez vu un Gestalt géant arriver de loin. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais pour moi, les gardes du village sont des branquignoles incompétents qui se reposent entièrement sur Nier pour la sécurité. Peut-être que je suis pas le seul à m'être posé la question au cours de ma partie, mais... c'est quoi un répliquant, au juste? Un corps humain dépourvu d'âme, oui. Et? Parce que beaucoup de points sont assez troubles. Lors de ma première découverte du soft, j'avais envisagé que les répliquants seraient en réalité... des androïdes, au même titre que Devola et Popola, à cause de cette phrase. All of us. Every person standing in this room. Et par ce « nous tous », elle se désignerait autant elle que l'ensemble des humains synthétiques, ce qui aurait justifié une certaine immortalité, ou du moins un remplacement continu, comme on a pu le voir pour Sébastien. Chaque robot existerait en plusieurs exemplaires, substitués au fur et à mesure, ce qui expliquerait que les personnages resteraient les mêmes malgré un millier d'années, sans pour autant en avoir conscience. Nier et Yona ne pourraient pas se souvenir des siècles qui se sont écoulés, soit parce que leur mémoire est régulièrement formatée, soit parce qu'ils sont renouvelés chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Pourtant, l'objectif des ombres, c'est de posséder les répliquants pour redevenir humain. Ce serait pas problématique qu'une âme vienne habiter un robot? Bonne remarque. Mais vu que les répliquants sont définis comme des humains synthétiques, je supposerais que c'est pas incompatible. Bon, par contre, autant les scènes où Yona est une adolescente foutent un peu cette théorie dans la mouise, autant le fait qu'elle retombe en enfance au terme de la dérivation A justifierait qu'à nouveau,
elle a été remplacée. Et comme ça ne choque pas le héros, lui aussi serait un nouveau modèle. Malgré votre victoire, les Nier et Yona que vous avez accompagnés n'existent plus. C'est pas la plus joyeuse des hypothèses, on va pas se mentir. Deuxième supposition, les réplicants sont de simples clones. Soit on les a modifiés génétiquement pour qu'ils restent immortels, du coup on peut se demander pourquoi ils n'ont jamais conscience de leur longévité et des incohérences que ça engendre, ou alors, ils sont des humains quasi normaux. Comme il y a des enfants parmi eux, ça veut dire qu'ils continuent à se reproduire, et ça justifierait presque la non-action du Maître des Ombres. Il aurait attendu qu'un réplicant avec son apparence finisse par voir le jour, et donne naissance à une fille, qui serait le portrait craché de sa gosse, en plus d'avoir le même nom. Ouais, c'est très capillotracté, et sacrément Deus Ex Machina, on va pas se mentir. Mais du coup, ça validerait que la gamine puisse grandir, la scène de la fin A ne devenant qu'une sorte de flashback idéalisé. À vous de décider ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, la théorie des androïdes reste ma favorite, mais elle impliquerait un destin assez funeste. Puisque le projet Gestalt, son objectif est de permettre aux humains de revenir, et donc le système d'entretien et de remplacement des robots humanoïdes serait entièrement pris en charge par les éminences grises du programme, dont Devola et Popola. Mais si tous les responsables disparaissent, est-ce que ça ne signifie pas condamner tous les réplicants à succomber les uns après les autres? Ouais, c'est vraiment pas la joie cette théorie. Mais cette interprétation est également liée à une autre. Comment était la mère de Yona? On n'en a aucune idée. Un des seuls moments où le héros aborde le sujet, c'est lors du mariage du roi, et il reste particulièrement taiseux. On pourrait penser qu'il préfère ne pas parler d'une mort qui l'a fait souffrir, mais niveau date, ça coince. En 2049, le Maître des Ombres était seul avec sa fille, alors que l'endroit était abandonné et le climat complètement détraqué. Quand on sait à quel point la pandémie a été une hécatombe, il est fort probable que son épouse était alors déjà décédée. Or, si elle mangeait déjà les pissenlits par la racine à cette époque, elle n'a pas pu avoir de Gestalt, et donc, pas de réplicant non plus. Ce qui pourrait être une raison au fait que Nier refuse de parler d'elle. Elle n'a objectivement jamais existé, et il n'a aucun souvenir d'elle. Il n'y a que lui, et sa fille. Il est juste persuadé d'avoir été marié, mais ça s'arrête là. Là encore, ça validerait ma théorie des réplicants androïdes, que leur mémoire soit formatée ou qu'ils soient remplacés. Nier ne peut tout simplement pas se rappeler d'une femme qu'il n'a jamais côtoyée. Ouais, on va s'attaquer à un morceau assez problématique. Parce qu'en vrai, le jeu se montre très avare d'infos sur sa maladie. L'albinovirus est une infection mortelle qui cause des mutations sous-cutanées et des troubles mentaux. Vu son nom et que certains infectés sont définis comme œil écarlate, on peut supposer qu'elle donne les cheveux blancs et les yeux rouges. Albinovirus, albinisme, voilà. Par ailleurs, quand vous arrivez pour la première fois au village de l'air, un des villageois dira que Nier est maudit, comme Kaine. Or, le seul point commun entre Nier et Kaine, c'est leur pilosité livide. J'ai alors présumé que les poils immaculés et les iris sanguins pouvaient être apparentés à de mauvais souvenirs de la maladie. D'où le fait que l'air soit aussi réfractaire au moindre contact avec le protagoniste. Sauf que Nier et Yona sont accueillis par leur village sans arrière-pensée. Ils n'ont même pas l'air effrayés que Yona soit infectée par la nécrose runique, donc D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, si l'albinovirus semble avoir été éradiqué de la planète, d'une façon un peu extrême mais ça passe, il a été remplacé par la nécrose runique, dont le principal symptôme est l'apparition de glyphes dansant sur la peau des malades. Symptôme également présenté par Kaine, qui elle ne souffre d'aucune conséquence. Et c'est là que vient ma théorie. L'objectif des Gestalt est de posséder les réplicants pour redevenir des humains complets. Personne ne connaît l'origine de la nécrose, ni son mode de transmission. Et si justement, les deux phénomènes étaient liés? Yona serait, en fait, depuis le début du jeu, contaminée par sa Gestalt. L'évolution de la nécrose représentant la prise de contrôle croissante de l'ombre sur le corps. Raison pour laquelle, lorsqu'on la recroise 5 ans plus tard, quand elle est entièrement possédée, la gamine semble guérie, et son exorcisme n'a pas l'air de la faire rechuter. Mais dans ce cas, pourquoi Kaine n'est pas dans la même situation? Parce que Kaine n'est pas possédée par son Gestalt, mais par une ombre différente, ce qui engendre une fusion contre nature, démultipliant les capacités d'un organisme manipulé par deux entités distinctes. Sauf que pour eux, cette cohabitation ne peut mener qu'à un effondrement mental, une perte de conscience et de souvenirs pour finalement sombrer dans la folie. Alors, c'est bien beau, mais il y a une faille. Ah, laquelle? Le roi de façade, lui aussi était atteint par la nécrose et il a fini par en mourir. C'est exact, mais pour le coup, je vais jouer sur les mots. On ne l'a pas vu mourir. Et vu à quel point le peuple masqué n'est pas aussi gentil et bienveillant qu'on pourrait le croire au premier abord, il n'est pas impossible que l'ancien monarque ait été assassiné. Soit parce qu'ils auraient voulu lui épargner une agonie trop douloureuse, soit parce que la fusion s'est achevée. Le Gestalt aurait pris le contrôle du roi, opérant un changement de personnalité.
ce qui aurait terrifié les Fassadiens, les conduisant à exterminer ce qu'ils croyaient être devenu un monstre. Ou à l'enfermer dans un cachot et prétendre qu'il était mort. Alors, je reconnais, ma théorie est pas parfaite, mais j'aime bien quand même. Bien! Je pense avoir abordé mes théories les plus importantes. Alors, j'en avais quelques autres, notamment concernant les lois de façade, le loup d'ombre ou la nature de l'arbre mémoriel, mais j'admets que c'était assez peu intéressant à détailler. Il est maintenant temps de mettre un terme à cet épisode avec... Bon. Alors, que vaut ce spin-off? Eh ben, c'est plutôt un bon jeu. Certes, on peut l'accuser d'être limité techniquement, et d'avoir quelques points de son scénario assez youplaboum. Quelques incohérences, et malheureusement, c'est une fâcheuse habitude de la saga, un grand nombre de détails laissés dans le vague. C'est pas forcément mauvais, hein. Si on cogite suffisamment, on peut imaginer pas mal de théories qui justifient plus ou moins les bizarreries. C'est juste assez dommage que ce soit un peu trop récurrent, au point que t'en viens vite à te poser des questions sur l'univers. En dehors de ça, dans les grandes lignes, le jeu reste plaisant à suivre. Certains personnages sont particulièrement marquants, notamment Kaine et Emile, et l'univers met beaucoup de pièces en place pour se concevoir, même si on peut se plaindre que parfois elles ont un peu de mal à s'emboîter. De fait, je dirais que le scénario mérite 14 sur 20. Combiné à la note du gameplay, ça nous donne 14 sur 20. Je le redis et je le confirme, c'est globalement un bon jeu. Pas le meilleur de tous les temps, certes, et n'allez pas prétendre que c'est un chef-d'œuvre que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas le cas. Il est bon, il a de bonnes, voire de très bonnes idées d'un point de vue gameplay comme scénaristique, mais il est pas exceptionnel non plus. Bien, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur ce spin-off. Je vous invite donc à nous retrouver pour l'analyse du prochain épisode qui sera dédié à... Mais putain de merde, mais qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que... Chopin! Oh putain, je sens que ce fil rouge va être pénible. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine à bord de l'Universalis. Nous, on a un Android fou à capturer, à la prochaine.